Oui, super. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Claudio Rondi, je suis cofondateur et directeur produit de Numa et je vais vous présenter une synthèse de l'étude sur les compétences clés 2025 qu'on a réalisée au cours de l'année dernière. Rapidement sur Numa, on conçoit et on délivre des formations en management et en leadership ancrées dans le réel. Autant dire qu'on a une obsession pour l'actionnabilité de nos contenus et on les utilise à la fois pour construire des parcours de formation en hybride avec des séquences en présentiel à distanciel ou alors des modules rapides que vous pouvez aussi intégrer dans des parcours plutôt à la carte dans vos LMS. Tout est live, donc c'est animé par des formateurs, on ne fait pas de e-learning, mais voilà, on peut s'adapter à vos contraintes et à vos objectifs. Et on délivre l'équivalent de 300 modules par mois avec plus de 200 entreprises partenaires aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter, c'est la synthèse d'une étude qu'on a réalisée au cours de l'année 2024 pour identifier les compétences clés pour l'année 2025. Comment on a réalisé cette étude? C'est à la fois avec nos partenaires, en écoutant leurs enjeux, en écoutant leurs besoins, en écoutant les managers qu'on a formés et en analysant les feedbacks aussi qu'on reçoit à nos formations. On l'a déjà présenté, je ne pense pas qu'il y ait des personnes dans cette salle qui l'ont déjà vu en avant-première, on va la présenter en avant-première à nos clients. Aujourd'hui, je vous restitue la synthèse de tout ça de manière publique, sachant que si vous voulez le détail, vous pouvez nous écrire et on vous enverra un document, voire on peut organiser une présentation privée. Je vous disais rapidement comment on l'a conçu. C'est d'abord en analysant à peu près 10 000 feedbacks qu'on reçoit sur l'ensemble de nos formations, en plus d'une centaine d'échanges qualitatifs. Donc si vous voulez, ce n'est pas une étude Ipsos où on a fait des sondages, on a vraiment analysé du qualitatif. Et ce que je vous restitue aujourd'hui, c'est une visibilité sur notre propre recherche et développement interne. C'est ce qui va orienter aussi notre roadmap de création de contenu sur l'année qui vient. Donc c'est à la fois des classiques qui continuent à avoir de la pertinence et des nouveaux sujets où on sent qu'il y a une traction, on sent qu'il y a un intérêt, on sent que ça va devenir des sujets qui vont gagner en importance sur les mois à venir. On parle de 5 compétences. La première est autour de prioriser et se responsabiliser. Je vais les détailler, je vous les montre juste rapidement. La deuxième, c'est autour de développer son intelligence émotionnelle, concevoir et déployer des idées novatrices, naviguer sereinement dans le changement et passer en mode One Team. Je vous les remettrai à la fin aussi. Si on commence par la première, prioriser et se responsabiliser. Qu'est-ce qu'on a entendu par nos échanges et notre analyse? Tout d'abord, il y a un besoin d'autonomie de la part des équipes et des managers. Souvent, on a affaire à des entreprises qui travaillent en équipe réduite avec des effectifs qui se réduisent et donc il y a un besoin croissant d'autonomie. Les managers doivent gérer des équipes plus grandes, il y a moins de personnes pour piloter les objectifs, on doit avoir une autonomie et une prise de décision qui est la plus proche possible du terrain. C'est aussi adopter une culture du juste effort. On a des objectifs qui s'empilent, à la fois les objectifs de rentabilité économique, les objectifs de responsabilité sociale, les objectifs autour de la transition climatique. Et les équipes ont parfois, et les managers aussi, du mal à comprendre c'est quoi les vraies priorités. Vous le voyez ici, je vous ai mis quelques statistiques, vous pouvez les retrouver plus en détail après, mais on a une petite partie des collaborateurs qui est à l'aise pour ritualiser son agenda, c'est-à-dire pour fixer ses priorités de manière récurrente avec sérénité. Et ceci, comprendre les objectifs et arbitrer quand vous avez des choses qui sont toutes urgentes et importantes. La vision de succès, donc qu'est-ce qu'on cherche en s'améliorant sur cette compétence? C'est à la fois avoir des modes de collaboration fluides, aller vers une excellence du point de vue de la collaboration en équipe. On entend beaucoup parler d'intelligence collective, par exemple, d'augmenter la capacité des équipes à collaborer aussi à travers les départements de manière fluide. C'est le fait que la hiérarchie ne soit pas un goulot d'étranglement, que toutes les décisions ne doivent pas passer par la direction ou par le management. Ce qui implique effectivement que tout ça, que les décisions stratégiques soient à la fois déléguées, comprises et aussi qu'elles soient claires pour les équipes. Et c'est aussi tout simplement savoir maîtriser son temps et son énergie de manière efficace semaine par semaine. En termes de compétences, assez clairement, on est sur des sujets de gestion des rituels d'équipe, gestion du temps et de l'énergie, aussi les modes de communication asynchrone qui permettent d'économiser de l'énergie sur les réunions et la délégation, bien sûr, si on veut que les équipes soient plus autonomes.
Deuxième, sur développer son intelligence émotionnelle. Ce qu'on entend, c'est qu'on a des managers qui sont toujours peu armés pour gérer des situations chargées émotionnellement. Des conflits, des tensions, des malentendus dans l'équipe, des décisions difficiles à comprendre et à communiquer. C'est aussi le fait d'avoir une notion d'inclusion qui passe de valeurs globaux d'entreprise à être incarnée dans le quotidien. Comment on fait pour que tout le monde se sente accueilli, inclus et puisse participer à la vie d'entreprise de manière quotidienne, hein, au-delà des grands projets, des grandes valeurs. Et c'est aussi le fait qu'avec un monde qui devient de plus en plus automatisé, de l'intelligence artificielle, les compétences relationnelles, les compétences vraiment humaines, acquièrent de la valeur ou gardent de la valeur, si vous voulez, et sont très attendues de la part des collaborateurs vis-à-vis de leurs managers. Il y a une attente que les managers sachent aussi prendre en compte les leviers de motivation individuelle et soigner, si vous voulez, le bien-être des collaborateurs. C'est le contrepoids de ce qu'on voyait avant. Si vous voulez, il y a un côté efficacité, productivité, énergie, gestion du temps, et en même temps, comment on arrive à avoir un climat où on a un bien-être dans son équipe. La vision de succès, c'est à la fois des managers qui soient à l'aise aussi avec les conversations difficiles, qu'ils arrivent à dire non clairement quand il faut dire non, quand il faut refuser des choses. C'est qu'ils sachent s'adapter à une pluralité de contextes. Des entreprises multiculturelles distribuées partout dans le monde avec des collaborateurs d'âge très différents. Ça demande une souplesse de la part du management pour s'adapter à des collaborateurs qui ne sont pas tous et toutes les mêmes. Et enfin, une meilleure écoute active aussi au sein des équipes pour mieux se comprendre. Tout le monde ne fonctionne pas pareil. Comment on arrive à s'écouter et se comprendre pour mieux collaborer ensemble. Les compétences, assez clairement, sont autour du feedback, par exemple, autour de la communication non violente, autour de la gestion des émotions. Troisième, on est sur penser et mettre en œuvre des idées novatrices. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'innovation, de l'innovation continue, de l'innovation de rupture. Aujourd'hui, on parle un peu moins de ça. On parle plus de comment on arrive à la fois intégrer de manière fluide les innovations technologiques sans avoir des craintes que ça va détruire complètement nos emplois, comment on voit où on peut gagner en efficacité avec ça. Donc il y a une notion de sérénité, si vous voulez, dans l'inclusion de la technologie. Et aussi, on passe à un mode d'innovation qui est une innovation continue. Ce n'est pas forcément des ruptures qu'on cherche, ce n'est pas forcément que son équipe développe l'idée du siècle qui va transformer l'entreprise, c'est plutôt comment on fait en sorte d'apprendre en continu, d'apprendre de ses échecs, d'améliorer l'expérience client, d'avoir une continuité dans la manière dont chacun se sent finalement participer au fait que l'entreprise s'améliore et améliore les services et les produits pour ses clients. La vision de succès ici, c'est à la fois une intégration sereine, comme je disais, des nouvelles technologies, l'IA avant tout. Hein. Voilà, je ne dois pas le répéter, je me suis un peu baladé dans les stands. Je pense que le mot IA est assez présent pour que j'y passe pas plus de temps. Mais c'est aussi comment, en tant que manager, on arrive à inspirer ce réflexe, cet état d'esprit d'amélioration continue dans ses équipes. Y compris d'amélioration continue personnelle, hein, de se développer, de garder une créativité, de aussi intégrer de la nouveauté dans son métier. Ça passe par la centricité client, la capacité de se focaliser sur ce qui compte vraiment et aussi intégrer des formes de créativité dans son équipe. La quatrième, c'est naviguer sereinement dans le changement. Alors, là aussi, le changement, on est moins dans une notion de changement de rupture, on est dans une notion de changement au quotidien. Plusieurs entreprises ont vécu une forme de crise plus ou moins importante, soit des fusions, soit des réductions des effectifs, soit un changement radical de la manière de délivrer leurs produits et services, notamment qui a commencé avec la période Covid et qui continue aujourd'hui avec les multiples crises auxquelles on fait face. Elles doivent aussi fournir des réponses plus rapides à des besoins qui évoluent. Comment on s'adapte à des usages qui évoluent, des clients qui demandent des nouvelles choses et finalement un contexte qui est très mouvant et on ne peut plus promettre à ces équipes que, en fait, une fois qu'on aura fait ça, on sera tranquille. Oui, en fait, on a peu de visibilité à la fois et on sait que la notion de changement est continue. Il y aura toujours une petite crise, un petit changement qui va faire qu'il faut se réadapter rapidement. Et donc, un grand enjeu des managers, c'est comment on garde l'adhésion.
parce que en fait, vous avez des visions qui sont communiquées de manière fréquente, des changements. On ne peut pas promettre à son équipe, c'est la vision pour les 10 prochaines années. Vous voyez, c'est complexe de dire, oui, effectivement, on s'était dit ça, mais entre-temps, il y a ça qui s'est passé, on doit s'adapter, on doit évoluer. Ça rend plus difficile l'engagement et donc l'adhésion à la vision d'entreprise, qui, elle est mouvante. La vision succès, ici, c'est comment d'abord les managers arrivent à s'approprier le changement. C'est les premiers à devoir être convaincus avant de pouvoir embarquer leurs équipes. Et souvent, on les oublie. On leur demande d'être ambassadeurs, mais on ne prend pas le temps de leur laisser le temps ou leur demander si eux-mêmes croient à ce changement. Ils doivent donc devenir des ambassadeurs du changement et arriver à projeter leurs équipes dans les phases futures de changement de l'entreprise. Et aussi, de la part des équipes, une prise en charge de sa propre évolution. On a beaucoup de demandes sur comment on équipe chaque personne dans l'entreprise à faire son propre plan de développement, à être moins dans une posture si vous voulez, moins dans une posture client vis-à-vis de l'entreprise, moins à demander qu'est-ce que vous avez à me proposer, c'est quoi les prochaines étapes pour moi, mais à gagner en clarté sur son propre projet professionnel. Bien sûr accompagné par le management, mais en commençant par un travail sur soi, sur ses propres forces et sur ses schémas d'évolution. En termes de compétences, on parle d'accompagnement du changement, bien sûr, donc comment on arrive à la fois à comprendre les résistances, à passer d'une posture passive à une posture active dans ses équipes, décider dans l'incertitude, donc sans avoir un modèle de décision qui soit parfait dans chaque contexte, mais au moins savoir jongler avec parfois trop d'infos. Le problème souvent, ce n'est pas qu'on manque d'infos, c'est qu'on a trop d'infos contrastantes. Et des techniques de communication impactantes pour aussi embarquer ces équipes avec conviction. Et la cinquième, avant de faire un zoom out sur l'ensemble, c'est passer en mode One Team. Alors, on l'a mis comme ça parce que c'est un terme qu'on a entendu dans des entreprises très différentes. Cette idée de faire équipe, malgré les différences entre les départements, malgré le fait qu'on est dans un monde où l'expertise devient de plus en plus fragmentée. On a des super experts, on a des groupes de super experts de toutes petites choses. Ben, on reste une équipe, on reste une entreprise. Comment on fait pour que les écarts d'âge et les écarts d'expertise ne deviennent pas des sous-équipes ou des sous-entreprises dans l'équipe? Comment on arrive à créer du lien malgré la distance? Je ne parle pas uniquement de télétravail, je parle d'équipes distribuées avec, si vous voulez, par exemple, des cellules spécialisées qui sont en Allemagne, d'autres qui sont en France, d'autres qui sont en Italie, mais finalement, on travaille pour la même chose. Comment on fait pour que ces personnes se sentent membres d'une seule équipe, d'une seule entreprise? Et aussi valoriser les réussites comme des réussites communes. Le risque autrement, c'est que finalement, on se retrouve avec une constellation de collaborateurs, une constellation d'équipes, mais sans avoir une cohésion qui fait qu'on va tous dans la même direction. La vision succès, c'est d'avoir un management qui crée cette cohésion, qui fait équipe. Ça passe par les rituels d'équipe, par exemple. Ça passe par communiquer une vision, ça passe par des moments aussi d'inefficacité qui font qu'on se partage nos priorités, même si ce n'est pas mon projet. C'est créer des objectifs communs, malgré le fait que chacun a ses objectifs. Est-ce qu'on a une vision de quelque chose qu'on a réalisé ensemble? Et c'est aussi, bien sûr, engagé autour de la vision d'entreprise, et une vision d'entreprise qui s'est traduite dans la pratique pour les équipes. En termes de compétences, on parle beaucoup d'objectifs et d'OKR, par exemple, une technique qui permet d'avoir des objectifs macro ensuite déclinés par département. C'est une stratégie d'équipe où on voit son équipe comme un ensemble. On a parlé tout à l'heure du développement individuel, qui est certes important, mais c'est aussi comment je fais évoluer mon équipe comme une équipe, finalement, comme un team unique qui va dans la même direction. Je vous les remets et on peut prendre un petit moment aussi pour en discuter. Vous voyez, il y en a qui sont assez liés. On a d'un côté priorisé, se responsabiliser, et à côté, on a développé l'intelligence émotionnelle, donc soigner à la fois l'efficacité, la productivité, le résultat et le bien-être. C'est ça qui fait aussi des tensions côté managérial, c'est qu'on doit à la fois être hyper focalisé sur les résultats et sur les objectifs, et en même temps, soigner l'inclusion, soigner la participation, avoir un style de leadership collaboratif.
On a concevoir et déployer des idées novatrices avec cette notion d'amélioration continue, de se challenger, se questionner, participer à la vie d'entreprise, se remettre en question. Et en même temps, dans des phases de changement où on peut se douter que son poste va trop évoluer. Vous voyez, on a aussi des craintes par rapport au changement. Et je pense que la dernière, qui est passée en mode One Team, peut aussi les résumer. Comment on garde des équipes qui soient engagées, qui participent, qui, en anglais on dirait, qui ont l'ownership, donc qui se sentent aussi partie prenante à la fois des défis et des résultats de l'entreprise pour aller dans la même direction. Vous avez vu beaucoup de chiffres, je ne les ai pas lus parce qu'il y en a beaucoup et ça demande peut-être un petit temps de lecture, mais si vous voulez effectivement recevoir le document en entier avec les différents aussi, voilà, la source de ces insights, de ces constats qu'on a fait, où on les a trouvés, c'est quoi les statistiques derrière. Vous avez un lien ou alors vous pouvez prendre en photo le QR code, vous tombez sur une page, vous pouvez prendre contact et à la fois recevoir l'intégralité de cette étude et aussi nous signaler votre intérêt pour avoir accès à un avant-première à l'étude qu'on va commencer à réaliser pour l'année prochaine, qui sera donc l'étude Compétences Clés 2026. Merci beaucoup et si vous avez des questions ou des réactions, je pense qu'on a toujours un tout petit peu de temps, donc avec plaisir. Et si vous voulez venir nous voir sur notre stand, c'est le Q14, par là. Merci beaucoup.